Haïti est de retour en Coupe du Monde. Oui, 52 ans après, une attente interminable. Mais cet exploit, ce n'est pas juste une victoire sportive. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable odyssée, une histoire de gloire, de douleur et d'une résilience incroyable. On va plonger ensemble dans cette épopée qui a enflammé tout un peuple. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de French Boulevard. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à des sportifs, de grands sportifs, qui ont tout donné pour rendre fier tout un peuple, toute une nation. C'est une réussite sportive, que dis-je, c'est un exploit incomparable, avoir qualifié Haïti pour une phase finale de Coupe du Monde de football, 52 ans après leur toute première qualification en 1974. Bienvenue à tous dans Ce qu'il faut savoir. 52 ans. Il faut prendre un instant pour réaliser ce que ça représente. C'est une éternité dans le monde du sport. C'est le temps d'une génération entière qui a grandi sans jamais voir son drapeau sur la plus grande scène du football. Alors pour comprendre l'euphorie d'aujourd'hui, il faut vraiment mesurer le poids de cette longue, très longue attente. Alors, allons-y. Plongeons au cœur de cet exploit. Parce que ce n'est pas simplement une qualification, c'est un moment de lumière, une bouffée d'oxygène pour une nation qui en a désespérément besoin. La date à retenir, c'est donc le 18 novembre 2025. Ce jour-là, les Grenadiers, comme on les appelle, ont décroché leur ticket pour le mondial. Mais ce qui est absolument fascinant, c'est que cette date, ce 18 novembre, est tout sauf anodine. Parce que le 18 novembre, en Haïti, c'est le jour anniversaire de la bataille de Vertières. C'est la bataille finale, celle qui a scellé l'indépendance du pays, la naissance de la première république noire libre au monde. Alors, cette qualification, obtenue ce jour-là, ce n'est pas un hasard de calendrier, non. C'est un symbole incroyablement puissant, un écho direct à l'histoire de lutte et de libération du peuple haïtien. Mais pour vraiment saisir toute la portée de l'exploit de 2026, on doit faire un bond en arrière. Direction 1974. La première et jusqu'à très récemment, l'unique participation d'Haïti à un mondial. Et là, on entre dans une histoire beaucoup plus complexe. Une histoire de lumière, oui, mais aussi de ténèbres. À cette époque, Haïti est écrasé sous la botte de la dictature de Jean-Claude Duvalier, Baby Doc. Le football, c'est devenu une affaire d'État, un outil de propagande pour le régime. La sélection nationale est complètement sous contrôle, et les joueurs, ils subissent une pression immense qui va bien au-delà du sport. Et pourtant, sur le terrain, un miracle se produit. On est le 15 juin 1974. Haïti affronte le géant italien. Et là, sur une passe géniale de Philippe Vorbé, l'attaquant Emmanuel Manon-Sanon s'échappe, il file droit au but, il dribble le légendaire gardien Dinozof et il marque. Il met fin à une série d'invincibilité record de plus de 1100 minutes du gardien italien. C'est un coup de tonnerre mondial. Pendant 6 petites minutes, le petit Haïti mène contre la grande Italie. 6 minutes où tout un peuple, à l'écoute de la radio, se met à rêver l'impossible. C'est, comme le dit si bien cette citation, 6 minutes d'une douce folie. Un moment de fierté absolue avant que la dure réalité ne revienne frapper à la porte. Parce que cette douce folie, elle va très vite virer au cauchemar. En coulisses, l'ombre glaçante de la dictature va s'abattre violemment sur l'équipe et briser le rêve en 1000 morceaux. Voilà ce qui se passe. Après ce fameux match, le défenseur Ernst Jean-Joseph est contrôlé positif à un produit dopant. Un traitement pour l'asthme, d'après lui. La réaction du régime est d'une brutalité inimaginable. Des officiels débarquent à l'hôtel de l'équipe et là, devant tout le monde, devant les journalistes, ils le tabassent. Ils le rouent de coups avant de l'embarquer de force dans un avion pour le renvoyer en Haïti. Le témoignage de son coéquipier, Fritz Plantin, est absolument glaçant. Imaginez le choc pour les autres joueurs. Ils passent la nuit terrifiés, persuadés que leur ami va être jeté en prison ou pire, à son retour. Le vernis a craqué. D'un coup, ils ont vu le vrai visage, le côté obscur du régime qui les contrôlait. Le résultat sur le terrain est immédiat et sans appel. Le lendemain, l'équipe est anéantie psychologiquement. Comment pourrait-il en être autrement ? Ils perdent 7-0 contre la Pologne. Le rêve est fini. Et comme si ça ne suffisait pas, à leur retour, le régime publie un communiqué pour annoncer le renvoi de toute l'équipe. C'est la fin, brutale, de cette génération dorée. Allez, on revient en 2026. Comment cette nouvelle page de l'histoire a-t-elle pu s'écrire ? Eh bien, le parcours de cette nouvelle génération, c'est avant tout une histoire de résilience face à des obstacles, mais des obstacles qu'on a du mal à imaginer. Quand on compare les deux équipes, c'est le jour et la nuit. En 1974, les joueurs venaient presque tous du championnat local. En 2026, l'équipe est composée quasi entièrement de joueurs de la diaspora, qui jouent partout dans le monde.
En 1974, ils jouaient leur match de qualif à la maison, à Port-au-Prince. En 2026, zéro. Pas un seul match joué à domicile. C'est le reflet d'un pays qui a été complètement bouleversé. Et les défis, c'est juste surréaliste. Il faut se mettre à leur place. Se qualifier pour une Coupe du Monde sans jamais pouvoir jouer devant son public. Le pays est paralysé par une crise sécuritaire terrible. Les gangs contrôlent des zones entières. Le stade national est inaccessible. L'équipe a dû s'exiler, jouer ses matchs à domicile sur terrain neutre. Réussir dans ces conditions, honnêtement, ça tient du miracle. Cette phrase du défenseur Ricardo Adé, elle résume tout. Il y a chez ces joueurs une conscience très claire que leur combat sur le terrain fait écho à la lutte historique de leur peuple pour exister. Cette force mentale, ça a été leur arme secrète. C'est pour ça qu'au final, cette qualification est devenue bien plus qu'un résultat sportif. C'est devenu un symbole immense, un moment de grâce qui a permis d'oublier un instant les difficultés du quotidien. Dans un pays si souvent fracturé, cette victoire a offert un moment de communion nationale comme il n'y en avait pas eu depuis longtemps. Des scènes de liesse ont éclaté partout dans le pays. Pour un moment, toutes les divisions, toutes les crises ont été mises de côté, remplacées par une immense fierté collective. Et cette équipe, heurtée par sa diaspora, est devenue une source de fierté, un symbole positif. Ces joueurs qui viennent des 4 coins du monde, ce sont de vrais ambassadeurs. Ils ont offert une autre image d'Haïti, une raison de célébrer et de rêver, surtout pour cette diaspora qui sera là, en force, pour les soutenir pendant le mondial. Et on en arrive à ce point qui est peut-être le plus poignant. Juste après la qualif, les joueurs ont lancé un appel, presque un cri du cœur. Ouvrez PIA, ça veut dire ouvrez le pays. Un appel aux responsables pour qu'ils règlent la crise, pour qu'ils puissent enfin rentrer chez eux et célébrer ça avec leur peuple. Ça montre à quel point ce lien est viscéral. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est de savoir si cet exploit, né au cœur de l'adversité, n'est qu'une parenthèse heureuse, ou s'il peut être le début de quelque chose de nouveau. Est-ce que cette victoire peut inspirer le pays tout entier à trouver, comme son équipe, la force de surmonter les obstacles et de s'unir pour un avenir meilleur? Merci à tous les auditeurs et toutes les auditrices de French Boulevard de nous avoir écoutés une fois encore. Nous vous donnons rendez-vous demain aux mêmes horaires. En attendant, veuillez passer une excellente journée à l'écoute de French Boulevard.